À 8h moins le quart, c'est l'heure de notre petit déjeuner politique avec votre invité Benjamin Manuel Bompard, député européen France Insoumise et co-tête de liste pour les régionales en Occitanie. Bonjour Manuel Bompard. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors, on nous promettait en France un mois de février et de mars dramatique sur le front du Covid, sauf que en fait, pour le moment, les chiffres de l'épidémie sont stables depuis près d'un mois, voire en légère baisse. Alors, est-ce qu'il faut, selon vous, assouplir dès à présent les restrictions ? En tout cas, les chiffres, ils sont stables, effectivement, mais ils sont quand même importants. On peut pas dire, malheureusement, qu'on s'est débarrassé aujourd'hui du virus. Moi, je suis favorable depuis maintenant plusieurs mois à ce qu'on essaye de trouver des alternatives au confinement. C'est-à-dire qu'il me semble que les mesures de restriction de liberté, elles ont un impact qui est extrêmement lourd en termes économiques, en termes sociaux, en termes psychologiques. Et je pense qu'il faut commencer à modifier en fait nos habitudes de vie pour prendre le réflexe de vivre en quelque sorte avec le virus. Et donc nous avons mis sur la table notamment des propositions d'aller plutôt vers une société du roulement où par exemple au travail, à l'école, on organise les choses de telle sorte à pouvoir retrouver un semblant de vie à peu près normal tout en ne se mettant bien sûr pas en danger d'un point de vue sanitaire. Donc le président de la République ait choisi de ne pas confiner, ça me paraît être plutôt une bonne solution, mais par contre je pense qu'il faut aller vers des vraies alternatives au confinement pour ne pas avoir besoin de confiner demain. Et quel rôle ça peut être justement de la part du gouvernement de ce point de vue-là, parce que pour ce qui est de la présence dans les entreprises, c'est aux entreprises de décider. Oui, mais bon, écoutez, le gouvernement, il a quand même un poids pour, par exemple, engager des discussions avec l'ensemble des représentants des entreprises, des organisations syndicales, pour mettre en place des protocoles sanitaires dans les entreprises, pour, par exemple, dire, une partie des salariés vont travailler davantage le matin, une autre partie davantage l'après-midi. Le gouvernement, il peut aussi organiser et renforcer les protocoles sanitaires dans les écoles, pour faire en sorte qu'on travaille davantage par petits groupes. Peut-être qu'il peut organiser la réquisition de locaux pour qu'on ne soit pas dans des classes, dans les écoles où on est tassé, dans des classes qui sont de taille beaucoup trop faible. Vous voyez, le gouvernement peut faire beaucoup de choses pour entraîner la société, mettre en place des habitudes de vie qui permettent de vivre quasiment de manière normale avec le virus. Et donc ça permettrait par exemple de réouvrir les lieux de convivialité, de réouvrir les lieux culturels. C'est quand même difficilement compréhensible qu'on puisse aller aujourd'hui dans le métro, mais qu'on puisse pas aller au cinéma ou au théâtre. Voilà, je crois, il faut comprendre que les êtres humains sont des êtres sociaux, qui ont besoin d'une vie sociale. Bien sûr, on a été confronté la première fois à une situation extraordinaire. Donc il y a nécessité de rouvrir les restaurants sous certaines conditions. Je le pense, oui, avec des protocoles sanitaires sérieux. Bien sûr, je pense que c'est possible de le faire. D'ailleurs, c'est le cas dans un certain nombre de pays européens. Et bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'on se soit débarrassé du virus, mais je pense qu'effectivement, on a besoin de retrouver un semblant de vie sociale parce que l'impact psychologique du confinement est extrêmement lourd et sans doute qu'on n'en mesure pas en quelque sorte tous les effets. En tout cas, la vaccination, elle continue d'avancer en France. Plus de 3 millions de personnes ont reçu la première dose. La première injection, c'est encore trop lent, Manuel Bompard ? En tout cas, on a eu un démarrage qui a été extrêmement difficile de la campagne de vaccination en France, avec un manque et une incapacité à anticiper les problèmes et les difficultés logistiques qui, je pense, est apparu aux yeux de tout le monde et qui est quand même extrêmement surprenant. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on a un gouvernement qui se met à réagir en permanence une fois qu'il est au pied du mur. Et c'était pas uniquement le cas sur les vaccins, on l'a vu sur les tests, on l'a vu sur les masques préalablement dans cette crise sanitaire. Il semble qu'on rattrape un petit peu notre retard, c'est positif. On rattrape l'Allemagne par exemple. Voilà, mais ceci dit, on va être confronté à d'autres difficultés, à d'autres problèmes maintenant, qui est notamment la question de savoir si on va avoir suffisamment de doses pour pouvoir répondre à la demande. Et sur ce sujet-là, pour l'instant, on a eu, par exemple, au niveau européen, puisque vous savez que les commandes de vaccins ont été passées au niveau européen, des retards, Là, de ce point de vue-là, il y a quand même eu la signature d'un contrat avec Moderna pour 300 millions de doses supplémentaires du vaccin. Ça, c'est une bonne nouvelle, justement. Bien sûr, mais tout ce qui permet de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans des situations de pénurie est positif. Mais ce que je regrette au niveau européen, c'est qu'on ait laissé en quelque sorte tout le pouvoir aux labos pharmaceutiques qui nous imposent des conditions. On ne sait toujours pas ce qu'il y a dans les contrats. Exactement. Alors on commence petit à petit à avoir quelques informations sur quelques contrats. Ça fait en tant que parlementaire européen plusieurs mois qu'on se bat pour voir ce qu'il y a dans ces contrats. Maintenant on arrive parfois à consulter les contrats, souvent avec une partie des contrats qui sont tout simplement masqués. Il y a des grosses bandes noires, des grosses bandes noires pour cacher dans les contrats. le texte.
Bon, vous savez, ces contrats, ils ont quand même été passés en notre nom. Ce serait quand même légitime qu'on puisse savoir ce qu'il y a dedans. Et puis, il y a une deuxième difficulté, qui est la question de savoir si on a un accès universel au vaccin. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait dit il faut un accès universel au vaccin. Il faut bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, que si on est les seuls à pouvoir se faire vacciner, on ne va pas résoudre le problème de cette épidémie. Et que la question, elle est de l'accès mondial au vaccin, parce que sinon, le virus, il circule. Or, aujourd'hui, avec ce pouvoir donné aux labos pharmaceutiques qui vendent au plus offrant, on se retrouve dans une situation qui, d'un point de vue sanitaire, risque d'être désastreuse. Vous savez, il y a une étude de chercheurs américains qui a été faite qui montre que si on a un accès égal au vaccin, on peut réduire les risques de décès liés au Covid de 66%. Si on a un accès tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire d'abord les pays les plus riches, on va réduire sans doute les décès liés au Covid de 30-33%. Donc vous voyez, c'est pas efficace d'un point de vue sanitaire. Donc la question est, nous en tout cas le sujet qu'on porte au niveau européen, c'est le fait de lever les brevets sur les vaccins pour faire en sorte que n'importe quelle entreprise pharmaceutique puisse se mettre à produire des vaccins. Dans une situation comme ça, il est inconcevable que le vaccin soit une usine Afrique, en quelque sorte. Or, vous avez vu par exemple que Pfizer, le vaccin sera sans doute le plus gros blockbuster, le médicament qui aura rapporté le plus d'argent dans l'histoire des médicaments. Ça, je trouve que c'est pas acceptable dans une période comme celle qu'on vit aujourd'hui. En tant que député européen, on parle aussi de la question des variants. Là, l'Union européenne qui a décidé de lancer un programme de recherche sur les variants. C'est quoi ? La réponse, c'est quoi ? C'est enfin ou en tout cas, c'est une bonne nouvelle ? Oui, il faut bien sûr avoir des programmes de recherche sur les variants, mais le fait qu'il y ait ces variants démontre qu'on ne peut pas s'en sortir par une stratégie qui soit uniquement une stratégie vaccinale. Parce que les variants, ils vont exister, que certains vaccins ne pourront pas y faire face. Et donc, bien sûr, il y a des vaccins, c'est bien, il faut qu'il y ait des vaccins. Il faut faire en sorte d'ailleurs, et moi j'aurais préféré qu'on privilégie des méthodes plus classiques de technologie vaccinale parce qu'on les maîtrise davantage, c'est ce qu'ont fait les Chinois par exemple. Mais il faut aussi modifier nos habitudes de vie pour vivre avec le virus. Il faut un effort de recherche sur les traitements et pas uniquement sur les vaccins. Et je crois que si on veut lutter, à réussir à faire disparaître ce virus, parce que ça doit être l'objectif, il faut une stratégie qui soit une stratégie complète. Je regrette que parfois j'ai l'impression qu'on se focalise un peu trop sur les vaccins et pas assez sur les traitements, pas assez sur les mesures de dépistage et d'isolement. Par exemple, le gouvernement, ça fait 1 an qu'il nous dit qu'il faut qu'il y ait une stratégie d'isolement, elle est toujours pas sérieuse. Donc voilà, je crois qu'il faut une stratégie complète si on veut réussir à mettre un terme au virus. Mais d'un mot, pour conclure sur cette question des vaccins, vous y croyez à cette promesse d'Emmanuel Macron d'avoir tous les Français qui le souhaitent vaccinés d'ici à la fin de l'été ? Non, assez peu, pour être tout à fait honnête. D'abord, il y a eu des discours assez contradictoires entre ce que dit monsieur Véran, ce que dit monsieur Macron, parfois même entre ce que dit monsieur Véran le matin au Sénat et ce que dit monsieur Véran le soir sur un plateau de télévision, où il dit 2 choses différentes. Moi, je suis pas partisan du pire, je souhaite que toutes celles et ceux qui souhaitent se faire vacciner, parce qu'il faut conserver la liberté sur ce sujet, puissent l'être dans les plus brefs délais. Et c'est pas le cas aujourd'hui, où souvent les rendez-vous sont reportés, où il y a un problème d'accès au vaccin en fonction de votre territoire. En Seine-Saint-Denis, c'est beaucoup plus difficile de se faire vacciner, par exemple, que dans d'autres territoires. Donc là, je crois qu'il y a encore un effort extrêmement important à faire pour que tous celles et ceux qui souhaitent pouvoir être vaccinés puissent l'être dans les meilleurs délais. Mais d'autant que la question du passeport vaccinal continue de se poser. Alors le gouvernement estime que le débat est prématuré, mais pour autant, il y a une consultation qui vient d'être lancée à ce sujet par le Conseil économique et social pour savoir si vous êtes pour ou contre. Je ne sais pas si vous avez déjà voté, participé à cette consultation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, moi je suis opposé à cette histoire de passeport vaccinal. D'abord parce que avant qu'on puisse parler de passeport vaccinal, il faudrait que tout le monde puisse effectivement être vacciné. C'est pas le cas aujourd'hui, on le voit bien. Et deuxièmement, parce que si on veut créer moi je pense que la question est plutôt de créer les conditions de l'adhésion au vaccin. Et ça, on le fait pas en rendant le vaccin obligatoire. On le fait en convainquant, en montrant, en ayant confiance. Les gens, par exemple, ont confiance en leur médecin, donc il faut qu'ils puissent en discuter avec leur médecin, qu'ils puissent leur conseiller tel ou tel vaccin. Voilà, je crois qu'on construit de l'adhésion davantage par de l'échange, par de la conviction, plutôt que par des mesures obligatoires. Bon, la polémique de la semaine, Manuel Bompard, c'est la sortie de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui estime que les facs françaises seraient gangrénées par l'islamo-gauchisme. Elle se fait reprendre un petit peu du côté de l'Élysée. Vous en avez pensé quoi, justement, de cette sortie ? Est-ce qu'elle doit démissionner, tiens ? Oui, je crois, franchement, à partir du moment où vous avez aujourd'hui une ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui est désavouée par l'ensemble des présidents d'université, qui ont sorti un communiqué cinglant, qui est désavouée y compris par le CNRS, à qui elle a confié une mission d'enquête. Le CNRS, ce sont des chercheurs, c'est pas des gens qui sont censés enquêter sur le contenu des recherches de leurs collègues. Donc je trouve que cette polémique, honnêtement, est pitoyable. Je trouve que, alors que aujourd'hui l'université rencontre des difficultés
incroyable, que les étudiants sont dans des situations de précarité alimentaire. Vous avez dans notre pays aujourd'hui des gens qui font la queue pour aller manger. Je crois qu'il y avait d'autres sujets que de monter une polémique sur un sujet dont le CNRS dit lui-même c'est la question de l'islamo-gauchisme. Est-ce qu'il n'y a pas de sujet en ce moment? Est-ce qu'il n'y a pas de sujet en ce moment compte tenu de la crise, ou est-ce qu'il n'y a pas de sujet tout court? Non, mais écoutez, je crois qu'il y a des disciplines de recherche dans notre pays, et il n'y en a aucune aujourd'hui qui soit inutile. Ou alors il faut que Madame Vidal nous explique quelles sont les recherches qu'elle vise par cette notion. Vous savez, franchement, à part en Iran, il n'y a aucun pays dans le monde où le pouvoir décide qu'il y a des recherches qui sont autorisées et des recherches qui sont interdites. On est dans une situation qui est incroyable. Donc je crois que Madame Vidal, elle s'est complètement désavouée, ridiculisée dans cette histoire. Honnêtement, elle a perdu toute légitimité, toute capacité à avoir de la reconnaissance des présidents d'université, des acteurs, des étudiants eux-mêmes. Je crois qu'elle ferait mieux, effectivement, de s'en aller. Et honnêtement, on ferait mieux de s'attaquer aux vrais problèmes auquel est confrontée aujourd'hui l'université, comment on permet aux étudiants de revenir étudier parce qu'il y a des décrochages scolaires, comment on permet aux étudiants de manger parce qu'ils sont dans des difficultés sociales extrêmement importantes, plutôt que de lancer des polémiques comme ça inutiles. Manuel Bompard, vous lancez dans la bataille des régionales qui auront lieu a priori en juin. On en est sûr ou pas d'ailleurs? Non, on n'en est pas sûr encore. Pour l'instant, la date qui a été annoncée, c'est au milieu du mois de juin pour les élections départementales et régionales. 13 et 20 juin. 13 et 20 juin, exactement. Néanmoins, vous savez que le conseil scientifique doit remettre un rapport au plus tard le 1er avril pour savoir si on est en condition de tenir ces élections. Moi, je vais dire sur ce sujet d'ailleurs qu'il faut être en capacité de tenir des élections, mais qu'il faut être aussi en capacité de faire une campagne électorale. Une élection, c'est pas seulement le jour du vote. Et en l'occurrence, si on n'est pas capable d'avoir des alternatives au confinement, ça rend les conditions d'une campagne extrêmement difficiles, et je pense que ça pose une vraie difficulté démocratique. Vous dirigez donc avec Myriam Martin la liste insoumise en Occitanie, sans les communistes, sans non plus les écologistes, c'est ça? En tout cas, nous, ce que nous souhaitons, c'est de faire une liste qui rassemble, donc y compris si possible les communistes, y compris si possible les écologistes. Pour l'instant, c'est pas le choix qu'ils ont fait, mais en tout cas, je pense que la main est toujours tendue, la porte est toujours ouverte de notre côté. Pourquoi? Pour proposer des réponses aux difficultés que rencontrent aujourd'hui les habitants de cette région, difficultés sociales. Vous savez qu'en particulier, c'est une région qui est frappée de plein fouet par la crise économique, notamment tout autour du secteur de l'aéronautique, qui a été impacté de manière très forte, qui a des chaînes de sous-traitance. Ça concerne des dizaines de milliers d'emplois dans cette région. Je pense que la région doit agir sur le sujet, apporter des réponses aussi à des situations de chômage, de pauvreté. Et là, la région, elle a des leviers pertinents pour agir. Par exemple, en introduisant la gratuité dans les cantines pour les enfants dans les lycées, pour les enfants des familles modestes, en favorisant l'accès au transport, par exemple la gratuité de TER pour les jeunes ou les chômeurs. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire à l'échelle régionale. Et puis une politique écologique digne de ce nom, parce que vous avez aujourd'hui une région qui prétend vouloir faire un modèle de transition écologique, mais qui subventionne des grands projets qui sont désastreux pour l'environnement. Donc là, je crois qu'il y a besoin de cohérence. Madame Delga défend une orientation dans laquelle nous ne nous retrouvons pas, et donc la présidente socialiste sortant, et donc nous proposons un chemin alternatif, et j'espère que effectivement les écologistes ou les communistes viendront le construire avec nous. C'est régional, c'est départemental, ça sera juste la première étape vers les présidentielles de l'an prochain, finalement aussi. Par rapport, on nous annonce depuis des mois un deuxième tour, encore une fois, entre Macron et Le Pen. La gauche, elle doit être unie pour cette présidentielle. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, qui est déjà candidat, accepterait éventuellement de laisser sa place à un autre candidat si besoin? D'abord, je pense que le deuxième tour qu'on essaye de nous vendre comme annoncé, construit par avance, c'est un deuxième tour dont les Françaises et les Français ne veulent pas. Quand vous les interrogez sur le sujet, ils vous disent à une grande majorité qu'ils ne veulent pas de ce second tour. Donc la question, c'est effectivement comment on empêche ce second tour d'avoir lieu. Bien sûr que si on peut rassembler plusieurs organisations politiques de gauche dans cette élection présidentielle, il faut le faire. Mais il serait illusoire de penser que seulement le rassemblement permettrait de résoudre le problème. Si vous prenez les enquêtes d'opinion, aujourd'hui, le total des listes de gauche, c'est 25%. Et bien avec ça, vous en sortirez pas, même si elles se rassemblent. Et donc la question qui est posée, c'est plutôt de savoir comment vous redonner à des gens qui n'ont pas l'intention d'aller voter aujourd'hui, qui n'y croient plus, qui ont été dégoûtés, par exemple, par le bilan de François Hollande, comment vous leur retrouvez des raisons d'espérer. Et ça passe par le fait d'avoir des programmes qui soient clairs. Donc si on peut avoir du rassemblement, pourquoi pas, mais du rassemblement dans la clarté, pas dans la confusion. Il y a des points de désaccord aujourd'hui à gauche sur la question européenne, par exemple, sur la question de la 6e
République, sur la question de savoir si on fait la planification écologique. Ça, c'est des sujets de débat. Et ces sujets de débat, ils existent dans la population. Et il ne faut pas faire semblant comme si on était déjà tous d'accord. Donc la candidature de Jean-Luc Mélenchon, elle vise à poser des éléments qui sont des éléments de rupture claire d'un point de vue programmatique. Jean-Luc Mélenchon a fait près de 20% des voix à l'élection présidentielle en 2017. À mon avis, il est le mieux placé pour permettre à la gauche d'être représenté au deuxième tour. Et si celles et ceux qui nous écoutent sont d'accord avec cette analyse, je les invite à s'engager avec nous dans cette campagne, à nous rejoindre, à signer sur le site noussommepour.fr qui leur permet de rejoindre cette dynamique pour faire en sorte que justement on déjoue ce duel Macron-Le Pen écrit par avance. Manuel Bompard, le mot de la fin, c'est avec Laurence Garcia. Oui, une dernière réaction par rapport à cette histoire de vote par anticipation. On sait, les sénateurs ont rejeté très largement mercredi en commission un amendement surprise sur le vote par anticipation pour l'élection présidentielle de 2022, qui d'ailleurs devrait subir le même sort aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous êtes pour, contre ? Non, je suis contre. D'abord, je trouve qu'en termes de timing, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de défiance aujourd'hui vis-à-vis de la politique de manière générale, je trouve que c'est absurde de venir introduire cette proposition tard le soir, un peu en catimini. Alors, franchement, pour renforcer la défiance des citoyens vis-à-vis de la politique, c'était surtout ce qu'il fallait pas faire, premièrement. Et deuxièmement, moi j'ai une conception républicaine de la démocratie, c'est-à-dire qu'on vote tous le même jour, qu'on vote tous dans les mêmes conditions, qu'il n'y en a pas certains qui votent sur des machines de vote et d'autres dans des bureaux électoraux. C'est pas un sacrifice énorme de se dire que ça existe dans plusieurs pays européens, aux États-Unis aussi. Je sais que ça existe, mais d'abstention, comme vous le disiez tout à l'heure, ça peut être aussi un moyen. C'est vrai, mais vous avez vu qu'aux États-Unis, par exemple, ça a donné lieu à des interprétations, à des batailles de chiffonniers. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça dans notre démocratie aujourd'hui. On a besoin d'une démocratie apaisée. On peut se dire que c'est quand même possible, une fois tous les 5 ans, de réserver son dimanche pour aller voter. En tout cas, moi, c'est ma conception de la démocratie et de la République. Merci beaucoup, Manuel Bompard, député européen de la France Insoumise et co-tête de liste pour les régionales en Occitanie. Bonne journée. Bonne journée à vous. Allez, on a un peu de retard. On file dans quelques instants. On se retrouve